Alors, très honnêtement, j'étais très inquiet en venant. Ça fait 3 ans que je suis à la retraite du lycée. Je suis complètement en jeu par rapport à tous les sujets dans un monde qui se transforme à une vitesse qui ne cesse de s'accélérer. Et puis, en vous écoutant et en écoutant les intervenants de ce matin, j'ai eu un petit moment où j'étais rassuré, en disant, ces sujets-là, j'en ai entendu parler pendant plusieurs années, voire des dizaines d'années, donc on est quand même en terrain connu. Alors, je vais essayer vraiment de vous amener différents flashs par rapport à ce qui a été partagé, ce que ça a suscité chez moi. Et je voudrais le mettre, parce qu'on est dans une maison que vous connaissez, parce que c'est la fête, sous l'angle, par contre, madame, mais vous comprendrez le propos, sous l'angle de ce qu'on appelle, ou de ce que certains appellent la théologie d'utilité publique. C'est-à-dire essayer de remettre au centre la question du sens, mais dans un langage qui s'adresse à tous, et pas dans un langage spirituel ou spécialisé qui rend les choses difficilement compréhensibles pour les gens qui ne sont pas initiés. Tout le monde n'est pas protestant, tout le monde essaie de rappeler de venir. Voilà, c'est les précautions d'usage. Certains qui me connaissent savent que je suis. Voilà. Alors, pour commencer, je pense qu'il y a un sujet pour moi qui a toujours été une vraie préoccupation, c'est la question de la désinstitutionnalisation. Je pense que c'est un problème, un vrai problème mal posé. Et j'ai aimé la prudence de Mme Talbot, donc de la RSN de France, et de Mme Autois de la NAP, sur ce sujet par rapport à l'assurance de M. Boileau du comité interministériel du handicap. Alors, il faut remettre chacun dans sa posture. L'un parlait de droit au singulier et de droit au pluriel, et les autres parlaient de réalité de terrain. On peut être très affirmatif quand il s'agit de donner un cap, et on est souvent plus prudent quand on parle de la réalité. Voilà, bon, mais j'ai apprécié les nuances et je pense que, alors là, je fais référence à un théologien protestant très connu, Paul Ricoeur, qui dit « L'enjeu de la vie, c'est une vie bonne dans des institutions justes. » Il n'oublie pas les institutions. Il a parfaitement conscience, dans la théologie protestante, les institutions sont des béquilles pour les hommes et les femmes fragiles que nous sommes. Et essayer de liquider les institutions, vous imaginez dans le contexte politique actuel, si les institutions partaient avec la folie et les délires qu'on peut entendre par-ci par-là, eh ben on serait quand même sérieusement fragilisé. Donc il faut de l'institution. Et pour ma part, je crois que le contraire de l'institution, on peut le penser dans le champ du handicap, c'est l'exercice libéral d'acteurs coordonnés par la personne elle-même. Hein, c'est le service, c'est l'infirmière libérale qui vient chez vous, mais c'est vous qui prenez rendez-vous, c'est vous qui êtes présent au moment où vous avez dit que vous souhaitiez le rendez-vous, c'est tout cet aspect-là, et que si la personne a des difficultés de coordination, que ce soit pour sa vie elle-même ou les relations avec les gens qui sont autour d'elle, eh ben, l'idée de la désinstitutionnalisation, à mon sens, est catastrophique. La désinstitutionnalisation, c'est ce qui fait lien entre les acteurs et ce qui fait lien, enfin l'institution carbone. C'est ce qui fait lien entre les acteurs et ce qui fait lien entre l'acteur et la personne accompagnée. Si on enlève ça, on fragilise les gens pour leur dire, en fait, on pense que vous devez être capable de vous débrouiller. Alors pour ma part, je préférerais parler d'individualisation des parcours et des accompagnements par opposition à du spécialisé collectif. Parce qu'en fait, l'évolution de l'offre, c'est ça le sujet. C'est comment on passe du spécialisé collectif
à une individualisation des parcours et des accompagnements. Voilà. Et il y a un sujet que certains ici m'ont entendu évoquer par le passé. J'avais une discussion assez vive avec Madame Duzel quand elle était secrétaire d'État en charge des personnes en situation de handicap. Sur une question de fond qui est de savoir, est-ce que le spécialisé est un tremplin vers le droit commun, c'est-à-dire une pente adaptée pour aller vers le droit commun, ou est-ce que le spécialisé est une entrave au droit commun? C'est-à-dire, quand il est spécialisé, le droit commun a besoin de faire d'efforts pour s'adapter à la réalité, aux besoins des personnes en situation de handicap. Et là, on s'aperçoit, tout à l'heure, dans l'échange, Isabelle a évoqué sa situation familiale, on va faire la même chose, que suivant les difficultés des proches en situation de handicap qu'on peut connaître, eh ben, la réalité peut être très différente. Sans dire les choses qui sont secrètes. Madame Duzel a une fille qui a une trisomie 21. Nous sommes parents d'un adulte polyhandicapé qui a aujourd'hui 46 ans. C'est clair que les besoins, les attentes, les aspirations pour son proche, suivant qu'on est dans une situation ou l'autre, ne sont pas du tout les mêmes. L'une voit, elle me disait, le spécialisé, c'est une entrave au droit commun. Il faut fermer le spécialisé parce que ça empêche les hôpitaux, les écoles, tout ce qui est du dispositif de droit commun, ça ne les oblige pas à s'adapter. Moi je disais à la Fondation, heureusement qu'on fait des spécialisés pour permettre à des gens d'aller vers le droit commun. Le récit et la participation d'Emmanuel aujourd'hui à cette journée montre comment finalement on arrive par des accompagnements adaptés à faire des choses qu'on n'imaginait pas il y a 5 ans. Alors, il y a quand même quelque chose qui m'a amusé, puis Elisabeth, au moment où on allait manger, m'en a parlé, je l'avais noté comme étant quand même un des paradoxes de la matinée. C'est que d'un côté, les pouvoirs publics, qui étaient représentés par 3 personnes intervenant dans des structures ou des chambres complémentaires, disent aux organisations gestionnaires de se coordonner. Et la réponse de la salle, ça a été de dire aux pouvoirs publics, coordonnez-vous. C'est quand même assez amusant, enfin amusant. Si c'est pas dramatique, c'est amusant. Donc peut-être que c'est dramatique. Voilà. Et là, on a un paradoxe qui est quand même inquiétant. Et dans les tableaux, enfin les postages que vous avez renseignés, on a vu combien la question de la coordination du pouvoir public était un sujet. Alors c'est porté par les organismes gestionnaires. Alors que toute la matinée, c'était les pouvoirs publics qui disaient aux Européens, coordonnez-vous. Voilà. Il y a un sujet qui a été poliment édulcoré, qui fait référence, ça aussi, ceux qui me connaissent ont déjà entendu parler souvent de cette chose-là. C'est le premier principe de la thermodynamique. Il n'y a pas de changement d'état sans accord d'énergie. On peut le tourner dans tous les sens. Vous êtes assez d'accord? Ben oui, et ça veut dire qu'il n'y a pas de transformation sans apport d'énergie. Soit c'est de l'énergie financière, soit c'est de l'énergie humaine, ça veut dire qu'il va falloir que les professionnels s'investissent de manière encore plus importante pour arriver à conduire une transformation. Et puis il y a un deuxième corollaire, qui est le deuxième principe de la thermodynamique, c'est qu'il n'y a pas de nouvel ordre sans désordre. Et le désordre, ça inquiète tout le monde. Voilà. Et donc, changer d'état, ça suppose d'avoir de l'énergie en plus, et ça va créer de l'incertitude, ça va créer de l'inquiétude. Il faut en être parfaitement conscient. Et croire qu'on peut faire évoluer un monde comme celui du handicap à moyen constant, sans inquiétude, c'est une illusion.
Heureusement qu'il y a des gens à la nappe qui réfléchissent à toutes ces questions et qui essayent de... Non, mais je le dis sérieusement, hein, c'est pas... On a besoin d'être aidé. Parce que la réalité, c'est qu'on est un peu bras ballants quand on vous dit, ben maintenant il faut... Et on va voir comment c'est perçu par les différents acteurs un peu plus loin. Il y a un sujet qui a été abordé, mais là aussi, il a été en filigrane. C'est un combat en France qui date d'il y a maintenant quelques siècles. C'est celui entre Descartes et Pascal. C'est celui des spécialistes contre les généralistes. Le monde spécialisé nécessite par définition des spécialistes. Le droit commun accompagné nécessite des généralistes, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas la même forme de pensée. C'est la haute technicité contre la capacité de reliance. Et ça a été évoqué, j'entendais le groupe qui travaillait là, effectivement, la capacité des professionnels de s'adapter, de changer de posture quand on passe de l'accueil à l'accompagnement. Et ça, c'est un vrai sujet, et c'est un sujet qui traverse de manière, j'allais dire, très structurante la société française. Hein. Nous, on est une société qui est très cartésienne. C'est les spécialistes. En France, si vous n'avez pas de diplôme, vous ne pouvez pas travailler. Dans d'autres approches historico-culturelles, la compétence, l'expérience, le self-made man est plus important que la pile de diplôme. Voilà, bon, c'est une réalité et j'allais dire, les organisations syndicales, tout le monde s'y retrouve dans ce système de spécialisation, alors que les transformations qui sont attendues appellent des gens qui soient capables de reliance. Alors le modèle, ça pourrait être l'éducateur de rue, quoi. Quelqu'un qui est capable de s'adapter à toutes les situations, mais qui n'est pas enfermé dans des connaissances ou des postures qui sont calibrées, qui sont spécialisées, mais qui est capable de s'adapter et d'apporter un accompagnement à la mesure de ce qui est souhaitable pour la personne. Alors cette question de la spécialisation, elle complexifie les transformations, et notamment la spécialisation des budgets. J'entendais tout à l'heure vous en parliez dans un des groupes, la restitution, et complexifie la spécialisation des budgets, complexifie la transformation de l'offre. Je vais vous donner un exemple vécu. Quand je suis arrivé à la Fondation de Poste en 2000, il y avait 760 classes sanitaires, un budget hospitalier pour 760 lits, avec une liberté d'action comme il n'en existait que dans le sanitaire. On pouvait faire des équipes mobiles, on pouvait faire tout ce qu'on voulait. On n'avait qu'un budget, qu'un vis-à-vis. Quand je suis parti, il y a 3 ans, sur le site, il y avait 27 budgets pour les 17 établissements qui restaient sur le site. Et chaque fois qu'il y a un budget, qu'il y a des budgets distincts, c'est du cloisonnement, c'est de la rigidité, c'est des bons. Et ça, pour aller vers la transformation, les pouvoirs publics avaient compris, et c'est pour ça qu'avait été inventée l'idée de CEPOM, disant il faut consolider, il faut arrêter de chacun défendre les 4 sous qu'ils donnent, mais qu'il y ait une liberté d'action pour les gestionnaires. Malheureusement, chacun sait qu'il y a plus d'objectifs que de moyens dans un CEPOM. C'est la règle du jeu. C'est la règle du jeu d'une société ou d'un État qui a peu de moyens, qui est contraint dans la gestion de ses ressources. Dans ce champ-là, il y a un autre glissement qui me semble à poser problème et continue à poser problème, et sur lequel je pense que les pouvoirs publics seront obligés de revenir. C'est la création des ARS qui a comblé le vide qui existait entre le sanitaire et le médico-social. Quand on dit vide, c'est l'incompréhension, l'absence de collaboration, toutes ces choses-là.
En créant les ARS en 2010, on s'est dit, ça y est, on a la solution. Sauf que c'est au moment où on a commencé à parler de droit commun accompagné, d'inclusion, et donc tout le volet social, lui, s'est trouvé complètement à l'écart de l'action des ARS. Et ça, avec les DAS, on avait du médico-social et du social qui étaient articulés. Avec les ARS, on a réduit une césure en créant une autre. Au moment où on parlait de plus d'inclusion, plus d'accompagnement vers les droits sociaux. Ça va encore là ou je suis complètement hors jeu sur le sujet. Alors je vais essayer d'aborder les choses maintenant à travers un autre prisme, celui des personnes accompagnées. Alors je ne parle pas aussi avec Madame Lalanne, mais il y a quand même un sujet. C'est une problématique qui traverse toute la question des textes, des règlements et autres des personnes qui concernent les personnes en situation de handicap, c'est qu'elles sont pensées, conçues, votées par des gens en bonne santé. Et que, quoi qu'on en pense, même si on essaye de donner la parole le plus possible à des gens en situation de handicap, ça a été évoqué par M. Wallon ce matin, quand on se projette, c'est comme si on vous demandait comment réagiriez-vous si vous étiez malade. Tant qu'on les voit, on ne sait pas trop comment réagir si on était malade. Et on a ce problème, et notamment sur la question de l'autonomie. Je pense que, pour ma part, l'autonomie est une illusion. Et en tout cas, c'est clair sur un plan théologique, pardon pour ces références-là. L'autonomie, disait un psychiatre qui m'avait séduit par sa pensée, c'est avoir la capacité de choisir ses dépendances au lieu de les subir. C'est-à-dire qu'on n'est jamais autonome. On est toujours dépendant, que ce soit à la naissance, c'est évident, mais aussi pendant le restant de sa vie, on est dépendant d'un certain nombre de personnes, que ce soit un besoin, des enfants, des parents, des amis, Et la difficulté qui est faite aux personnes en situation de handicap, c'est qu'elles subissent leur dépendance. C'est pas elles qui choisissent. C'est la société représentée par les pouvoirs publics, mais par les organismes gestionnaires aussi, qui choisissent quels sont leurs possibles et pas possibles. Il y a un point qui n'a pas été abordé. Alors peut-être que j'allais dire, la question du handicap psychique est relativement récente dans le monde du handicap, date de 2005, la loi Chirac, autour de la logique et la notion de projet. Et la fondation qui a longtemps travaillé dans le champ du sanitaire psychiatrique s'est trouvée à l'aise dans le champ du handicap psychique. Il y a un point qui est, à mon sens, est un peu sous-estimé, c'est ce que dans le champ psychiatrique, on a du handicap psychique, on appelle le projet obstructif. Vous ne savez pas ce que c'est que le projet obstructif? C'est quelqu'un qui a pour projet, quand on lui dit, alors quel est votre projet de vie? On va travailler sur votre projet de vie, il vous dit, moi je veux être député. Et puis vous dites, oui, mais ça peut être compliqué, parce qu'il va falloir passer par des élections, il faut que les autres me désignent et tout. Oui, mais moi, je veux être député. Et non, mais vous savez, on pourrait travailler sur votre autonomie dans la vie quotidienne. Ah non, mais moi, je veux être député. Et voilà, ça s'appelle un projet obstructif. C'est-à-dire que ça bouge tout en partant d'une bonne idée, qui veut dire il faut travailler sur les aspirations de la personne, sauf qu'elle a des aspirations. Alors, il y a beaucoup de familles qui connaissent ça avec le gamin qui dit moi je veux être Zidane, ou je ne sais pas les nouveaux, mais enfin vous voyez, c'est ça. Et travailler sur les aspirations des gens, c'est très bien, il faut le faire. Je suis farouche partisan de le faire, mais il faut intégrer cette réalité, en tout cas dans le champ du handicap psychique. Pour les personnes qui ont d'autres limitations, d'autres difficultés, malheureusement, c'est pas le sujet.
Mais enfin, moi, j'ai connu des personnes pour lesquelles une aspiration entre eux peut paraître déraisonnable a empêché de mettre en place un projet de vie, d'accès à un logement individualisé, des choses comme ça, parce que ce n'était pas leur sujet. Leur sujet, c'était votre match. Alors, sur un autre sujet, toujours du point de vue des personnes accompagnées, d'expérience, et j'ai beaucoup changé en travaillant à la Fondation sur cette question-là. Je pense que 95%, pas dire 99%, des troubles sont réactionnels. Que finalement, les troubles qui naîtraient du tréfonds de la personne sans que l'environnement, qu'il soit humain ou matériel, n'y soit pour rien, je crois que c'est minime et c'est... ouais. Et du coup, j'ai une perplexité sur l'abandon de la clinique. La clinique, c'est la capacité d'observer et du coup d'adapter le cadre ou l'accompagnement aux difficultés spécifiques de la personne. Et le handicap, ce n'est pas la maladie, mais la clinique, ça peut aider le handicap. Et ça, on voit qu'on est de plus en plus sur des approches de type protocole ou autre, et que cette dimension de l'observation, de l'attention à la personne, c'est quelque chose qui est en train de disparaître ou de se diluer, et je ne crois pas que ce soit bon pour les personnes, notamment celles qui sont le plus en difficulté et qui ont des troubles du comportement et de la personnalité. Une autre réflexion concernant les personnes et les situations. Alors la Fondation avait compris et comprend encore sa mission comme celle d'un accueil et d'un accompagnement des situations complexes. Et en tout cas pour ma part, j'ai donc passé 22 ans à la direction générale de la Fondation. J'ai eu à accompagner des familles qui cherchaient une solution pour leurs proches, notamment en situation complexe. Et ces situations complexes, elles ont un point commun, c'est qu'elles se construisent dans une succession de ruptures. C'est terrifiant ce qu'on peut voir dans le parcours des personnes qui sont les plus abîmées, comme nos ruptures à X période de la vie, moment de la vie, de l'enfance, de l'adolescence ou autre, il y a eu un blanc. Il y avait un dispositif d'accompagnement, puis tout d'un coup, il n'y a plus rien. La famille est obligée de déménager pour des raisons professionnelles. Pendant 2 ans, il n'y a plus rien. Et c'est dans ces situations-là que se construisent, malheureusement, si on peut parler de construction, les situations complexes. Et que donc tout ce qui va mettre de la continuité, et c'est un des enjeux majeurs de la transformation de l'offre, est bienvenu et peut laisser penser qu'on évitera dans l'avenir un nombre de situations complexes qui est sans comparaison avec les autres pays. Quand on a fait les voyages d'études dans les pays du Nord ou autres à la Fondation, on a vécu qu'il y avait beaucoup moins, sinon pas, de situations complexes dans un certain nombre de pays. Et que donc, travailler à la transformation pour éviter ces ruptures, c'était vraiment, j'allais dire, un enjeu fort pour les personnes en situation de handicap. Alors, pour faciliter la transformation de l'offre, je pense qu'il serait souhaitable de développer une discrimination positive. Et ça aussi, ça faisait partie des discussions que j'avais avec Mme Cluzel régulièrement. Et je lui disais, mais vous voyez, il y a des gens qui parlent de revenu universel. Mais les premières personnes auxquelles on pourrait appliquer l'idée de la mise en œuvre du revenu universel, c'est les personnes en situation de handicap. Si dès qu'elles ont la moindre activité, on leur réduit la part, elles n'ont aucun intérêt à participer au bien commun. Donc, première, alors ça touche au plaidoyer, c'est s'il y a
une population qui pourrait être ou bénéficier d'une discrimination positive sur le revenu universel, ce sont les personnes en situation de handicap. Et de la même manière, parce que ça, pour moi, c'est un des enjeux majeurs quand on voit la question du logement en France, le droit au logement sans entrave avec garantie de l'État. Si on veut que ce que vous vivez ait dû être dans un phare hors les murs, il faut que les pouvoirs publics prennent un certain nombre de décisions et garantissent l'accès au logement, notamment au logement social, pour les personnes en situation de handicap. Pour eux, vous avez tous ça en tête, en tout cas, les directions d'institutions en tête. Le logement de droit commun coûte beaucoup moins cher que le logement spécialisé. Une chambre en masse, avec ses dessertes, ça coûte 200 000 euros. Même en région parisienne, 200 000 euros, on a en général plus qu'une chambre. Non, mais ça veut dire que les règles du logement collectif et du logement spécialisé sont très coûteuses et que si on arrive à faire de l'accompagnement droit commun dans le logement, ça coûtera beaucoup moins cher à tout le monde. Alors, j'ai fait deux petits... pardon, je vois que l'heure passe. Deux petits flashs ou focus sur l'entourage. La question de l'entourage, ça a été dit d'ailleurs par M. Wallo, les familles sont les plus réticentes dans la transformation. Alors, je ne sais pas si c'est totalement vrai, c'est en tout cas partiellement vrai. Et on avait travaillé, et moi je m'étais beaucoup investi sur cette question dans des rencontres avec les familles, sur une bascule dont nul ne sait l'heure et le jour, pour reprendre une formule, entre la priorité à l'autonomie et la priorité à la sécurité. C'est-à-dire que tant qu'on est dans l'enfance et l'adolescence, c'est très clairement pour l'entourage, la priorité c'est l'autonomie. Comment faire pour qu'il ait de plus en plus d'autonomie? Et à un moment donné, est-ce que c'est lié au vieillissement de la personne? Est-ce que c'est lié au vieillissement de l'entourage? Il y a une bascule qui fait que la sécurité devient la priorité. Et l'autonomie devient secondaire, voire l'autonomie une menace à la sécurité. Et ça, c'est un sujet à travailler parce que ça ne va pas de soi. La deuxième chose, c'est les savoirs et la complémentarité entre l'entourage et les professionnels, et pas une rivalité, alors qu'en général, elle est souvent vécue, notamment par les professionnels, comme une rivalité. Moi, je défendais l'idée qu'une famille connaît mieux que tout le monde son proche. Un professionnel connaît mieux que toutes les familles un public. Vous voyez la différence entre une personne et un public. Et donc, il faut surtout pas se laisser se développer des rivalités entre familles, parce qu'alors, en tout cas dans le champ de la maladie mentale, on a vu des choses absolument invraisemblables, y compris toxiques pour tous les acteurs, que ce soit l'intéressé ou la famille. Dire oui, vous avez des savoirs complémentaires, vous savez tout d'un public mieux que n'importe quelle famille. Mais la famille, elle sait mieux que le monde les réactions de son proche. Voilà. Donc, travailler sur cette idée de complémentarité, pas de rivalité, d'autant que maintenant, dans la transformation, même si c'est plus informel, la place des aidants, qu'on appelle aidants naturels ou autres, est de plus en plus reconnue, affirmée, et donc il faut éviter que ça se transforme en rivalité qui serait finalement paralysant pour tout le monde. Voilà. Alors, du point de vue des professionnels, la transformation est vécue par beaucoup comme une critique de ce qu'ils font. Moi, j'ai dû accompagner la fondation dans des mutations très très importantes, très lourdes, et les réactions des gens, c'était « mais vous ne le dites pas ouvertement, mais en réalité,
ce que vous et les pouvoirs publics, vous me disiez ça moi, vous et les pouvoirs publics, vous pensez, c'est que ce qu'on fait, c'est de la merde. C'était comme ça que c'était dit. Voilà. Et que donc, il faut vraiment accompagner la transformation pour qu'elle ne soit pas encore subie, mais qu'elle soit vécue et portée, voire, ce qui serait encore mieux, c'est donner la possibilité aux professionnels d'être les acteurs du changement. Et pour ça, on avait fait le choix à la Fondation, avec une chance un peu particulière, de faire des voyages d'études à l'étranger, où ce n'étaient pas les directeurs et les administrateurs qui étaient partis, mais c'était les professionnels de toutes les fonctions dans l'institution. Et les gens revenaient en disant « il faut faire autrement ». Et quand c'est eux qui disent « il faut faire autrement », ça a beaucoup plus de chances, surtout dans une institution protestante, de marcher que quand c'est le patron qui dit « vous allez faire comme ça ». Où là, tout le monde est d'accord contre. Autre point concernant là encore les professionnels, on n'a pas abordé les changements que suppose de passer de l'accueil sur son terrain, bordé par les murs et le droit du travail des professionnels, passer à l'accompagnement qui suppose d'être à la disposition de la personne accompagnée sur son terrain, bordé par ses aspirations et ses besoins spécifiques. J'ai vécu dans le sud, dans une autre ville comme master du côté de Nîmes, et alors il y a une des spécialités locales, c'est la tauromachie. Alors je ne vous demande pas un avis sur la question, mais la tauromachie, il y a le terrain du taureau et le terrain du matador. Et quand le matador s'aventure sur le terrain du lion, il s'aperçoit que la vie est beaucoup plus compliquée que si c'est le taureau qui vient sur son terrain. Ben là, c'est un truc du même genre. C'est-à-dire que c'est rassurant, mais les professionnels le reconnaissent, hein. Dans les murs, on sait où on sait ce qu'on attend de nous, on est sur notre terrain. Et en plus, on a droit du travail, et ça c'était une des choses qui était apparue de manière assez violente pour les professionnels dans les visites, notamment dans les pays nordiques. Le droit du travail n'est pas du tout le même que celui... c'est en Allemagne, sauf erreur, où il y a 30% du temps de travail professionnel qui est à la discrétion de la personne accompagnée. C'est-à-dire qu'il choisit les heures à laquelle il veut être accompagné. Dans le cadre du droit du travail qui est le nôtre, il y a quelques complications qui s'annoncent, il y a quelques soucis avec, au sein du CSE et autres lieux d'amusement. Voilà. Donc, il y a un véritable... Là, il y a une bascule. Alors, je pense sûr que les gens de la nappe réfléchissent à ces questions-là, mais là, il y a un moment où il faudra faire évoluer le droit du travail, et ça ne sera pas simple, pour que, effectivement, le statut d'accompagnant ne soit pas le même que celui d'infirmier salarié, ou voilà, il y a un sujet. Ça a été évoqué, la nécessité d'investir dans les hommes et les femmes, comme on a pu investir autrefois dans l'immobilier. Là, il y a une bascule. Moi, je disais à la Fondation, il y a eu la décennie du béton. Maintenant, il y aura la décennie des hommes et des femmes et la décennie du numérique. Parce que c'est c'est une même décennie qui va connaître deux mutations majeures. Et que les gros investissements vont se faire dans ces champs-là, et puis dans le... Voilà. Et je disais aussi, notamment à l'ingénieur de la Fondation, il y a plus de noblesse à faire bouger les hommes et les femmes qu'à faire bouger les sacs de ciment. Un tractopelle suffit pour les sacs de ciment. Pour faire bouger les hommes et les femmes, il faut se lever tôt le matin. Alors en protestantisme, cela passe par la formation. Vous savez, là où il y a 2 protestants, il y a 3 amis. Là où il y a un chef, il n'y a que des rencontres. Donc, ce n'est pas les consignes qui font changer la réalité, c'est la formation qui permet aux personnes de comprendre les enjeux d'une transformation et qui leur donne les moyens et les compétences pour être les acteurs de la transformation.
et ça on a souvent parlé avec la présidente, pour moi c'est une aberration qui n'est pas un organisme de formation militaire. Voilà. Bon, mais il y a quelques adaptations, il y a quelques institutions qui ont des organismes de formation intégrés, mais c'est le moyen de faire bouger les gens. Hein. Le tractopelle, c'est pour les sacs de ciment, mais c'est la formation pour faire bouger les gens en protection. Alors, pour conclure, oui, voilà, plutôt que, alors, c'est à la fois, ça peut paraître brutal, mais c'est très sérieux ce que je vais dire. Plutôt que de parler de société inclusive ou d'inclusion, je pense qu'il serait souhaitable de promouvoir une société accueillante, accompagnante et attentionnée, dont tout le monde bénéficiera. D'abord les plus fragiles, mais aussi tous ceux qui n'ont pas de vulnérabilité apparente. Parler d'inclusion, les gens ne comprennent pas. Ils disent ça, c'est un truc, soit c'est LGBT, je sais pas quoi, soit c'est handicapé. Mais ils ne comprennent pas ce que ça veut dire, inclusion. Ça veut dire que quoi, il faut tout tolérer. Enfin, ils ont toutes sortes de propos qui dénigrent la chose. Parler d'une société qui soit accueillante, accompagnante et attentionnée, ça, tout le monde peut comprendre ce que ça veut dire, et tout le monde peut se dire qu'il peut être au bénéfice d'une telle société. Et tous les champs sont concernés. L'épuisement des professionnels ou autres, dans une institution qui est accueillante, qui a mis en place des modalités d'accueil, parce que très souvent, les gens, ils arrivent 1 heure en retard parce qu'ils viennent pour remplacer quelqu'un qui a dit 5 minutes avant qu'il ne venait pas. On leur dit, bon allez, tu fais comme d'hab. Hein. Et aucun accueil, aucun accompagnement. Voilà. Et au bout de quelques temps, ils disent, bon, c'est parce qu'ils ont besoin de manger qu'ils restent là. Sinon, ce n'est pas l'attractivité de ce qu'ils font qui les fait rester. Et alors, on parlait de ça. Alors, je n'ai pas trouvé ça tout seul, hein, je vous rassure. C'était dans un think tank qui avait été mis en place par la RSI de France juste avant le Covid. On a travaillé pendant un mois sur toutes ces questions-là. Et j'en parlais récemment avec quelqu'un qui est le professeur Thierry Sibiud, qui a créé la chaire d'économie sociale et solidaire à l'ESSEC, et qui m'a dit, eh bien voilà le triple A de l'économie sociale et solidaire. Accueillant, accompagnant, attentionné. Et donc promouvoir une telle société, ça sera beaucoup moins obscur pour le grand public que de promouvoir son inclusion. Merci de votre attention.